Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres à la une de cette actualité. En Côte d'Ivoire, le Sénat ivoirien est bien décidé à se mettre en activité pour cette année 2019. La Chambre haute du Parlement ivoirien annonce la mise en place des instances en vue de la prochaine session parlementaire prévue au mois d'avril. Et dans le secteur de la communication, le ministre Sidi Touré va en guerre contre l'anarchie de l'affichage publicitaire. Il a effectué une visite de terrain ce lundi 14 janvier et c'est à suivre dans ce journal. Au Sénégal, les candidatures à l'élection présidentielle des deux opposants Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalées ce lundi, frappés par des condamnations judiciaires. Le Conseil constitutionnel considère qu'ils ne peuvent plus se prévaloir de leur qualité d'électeurs et qu'ils ne peuvent donc de fait pas être candidats à la présidentielle. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal avec les perspectives 2019 du Sénat. La Chambre haute du Parlement ivoirien se donne pour principal défi la mise en place des instances pour la prochaine session parlementaire prévue s'ouvrir au mois d'avril. Rappelons qu'après une année de mandat, les 66 sénateurs n'ont pas pu statuer sur une loi en raison des blocages liés à la formation des groupes parlementaires. Les détails avec Mahama Traoré. En 2019, les 66 sénateurs devraient pouvoir légiférer. Les négociations pour la formation des différents groupes parlementaires préalables à la mise en place des commissions avancent, selon le secrétaire général du Sénat. Pour l'instant, nous avons le groupe parlementaire PDCI qui s'est constitué. Le RHDP est en voie de constituer son groupe parlementaire et nous disons qu'à l'issue de ce processus-là, naturellement, nous devons pouvoir être en mesure de mettre en place nos organes. Si les blocages sont levés, la deuxième chambre du Parlement pourra statuer sur des projets de loi lors de la prochaine session parlementaire prévue s'ouvrir en avril prochain. Nous retenons que les sénateurs sont prêts pour faire le travail que les Ivoiriens attendent d'eux. Nous avons beaucoup de défis. L'année 2019 est une année charnière. J'exhorte tout le monde à avoir beaucoup de sagesse, de mesure, de retenue dans ce qu'on dit, parce que nous n'avons que la Côte d'Ivoire comme héritage commun. Pour Jeannot Kouadio-Aoussou, le Sénat doit pleinement œuvrer à la consolidation de la démocratie et répondre ainsi aux attentes des Ivoiriens. J'ai foi, et je l'exprime avec mon cœur, que ces divergences politiques prendront fin. Et comme nous avons su si bien le faire, nous mettre ensemble pour bâtir notre pays. La seule mission, le seul rôle que nous avions aujourd'hui, vous, les sénateurs, en particulier, hommes d'expérience, hommes de sagesse, hommes de science, notre responsabilité est très grande. Malgré les blocages enregistrés en 2018, le Sénat a pu se doter d'un règlement qui comprend 29 chapitres et 163 articles. Et cette information ouvre le chapitre des activités politiques. Au RHDP, l'idée de la création d'un groupe parlementaire RHDP a été adoptée par 164 députés sur les 253 que compte l'hémicycle. Réunis ce week-end à Grand-Bassam, ils ont tracé les sillons de ce groupe parlementaire. Le compte-rendu de Michel Digré. Après 2 jours de travaux, l'idée de la création d'un groupe parlementaire RHDP a été adoptée par les 164 députés du Parlement en conclave à Grand-Bassam. Le groupe parlementaire RHDP, adhérant au programme de société du président Alassane Ouattara, œuvrera dans le cadre de sa mission à l'Assemblée nationale à traduire en corpus législatif les idéaux véhiculés par le programme de développement du président de la République, socle de l'engagement politique du RHDP afin d'assurer le bien-être, la prospérité et le bonheur de nos concitoyens. Les députés sont satisfaits de l'issue des travaux. C'est un sentiment de fierté d'avoir participé à ce séminaire et puis c'est un acte historique. Aujourd'hui, nous, députés, faisons partie de ce groupe parlementaire
et c'est une fierté pour nous. Chaque année, on a la possibilité, en début de législature, les députés ont la possibilité de créer des groupes parlementaires. Et comme une année vient de s'achever, pour la prochaine année, donc il est important que chaque député puisse se déterminer par rapport aux enjeux futurs. Le ministre chargé des affaires politiques engage les députés à relever les défis à venir. Vous êtes plus que jamais déterminés à faire du groupe parlementaire un organe qui répond aux impératifs du moment, aux défis importants qui se présentent à nous et à la nécessité de nous mettre ensemble pour appuyer les efforts inlassables du président de la République et du gouvernement en vue non seulement de consolider la paix, mais aussi de permettre à notre beau pays de poursuivre sur la voie de son développement économique et social. La future création du groupe parlementaire RHDP est une étape majeure qui s'inscrit dans la dynamique du congrès constitutif du RHDP prévu le samedi 26 janvier prochain. Et à un peu plus d'une semaine de ce congrès constitutif du RHDP prévu le 26 janvier prochain, on se mobilise pour le parti unifié. Retour en images sur les pré-congrès dans les régions. Élu sous la bannière du PDCI, le nouveau maire de la commune de Dabou adhère au RHDP. À son investiture, Yédé Jean-Claude explique les raisons de son adhésion à la grande famille des oufouettistes. Lorsque nous formions la liste Dabou rassemblés et réconciliés, ce qui nous préoccupait, c'était de mettre l'accent sur le développement, car c'est le développement qu'a besoin notre cité, dans le rassemblement de ses fils. J'ai alors pris le temps d'examiner froidement la situation et décidé de ne plus revenir en arrière et d'exercer mon mandat dans le cadre du RHDP. Représentant le Premier ministre, le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé a encouragé le maire de Dabou pour son choix d'appartenir au parti unifié. Esmel Essis Emmanuel a invité les populations de la région des Grands Ponts à se mobiliser pour le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain. Dans les années 70, on parlait du miracle ivoirien. Mais le miracle ivoirien, le président Houphouët-Boigny, il a fait comment? Il a fait parce qu'il a réuni tout le monde. On était dans la paix, dans la stabilité, et il a réussi la croissance économique que nous avons connue. C'est ça que le président Ouattara veut faire pour les Ivoiriens. Monsieur le maire, je vous félicite. Et chers amis, brave population de Dabou, je vous invite à rejoindre massivement le RHDP. C'est ça la solution et c'est ça la vérité. Nous devons réunir près de 20 000 personnes du RHDP pour prouver l'engagement de Dabou et des Grands Ponts. C'est dans la salle du foyer des jeunes de Bongouanou que s'est tenu ce pré-congrès dans la région du Moronou. Les militants sont venus nombreux de toutes les contrées pour prendre part aux travaux. Ils ont répondu à l'appel du président du parti Concorde, Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Alcide Djedje a donné les motivations de la création du RHDP, parti unifié. Selon lui, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix va permettre de rassembler les Ivoiriens pour redonner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Des recommandations pour le congrès du 26 janvier et surtout des motions de soutien et de remerciements au président Alassane Ouattara ont marqué ce pré-congrès. Les militants ont promis d'effectuer massivement le déplacement d'Abidjan pour prendre part à la rencontre sur la naissance du parti unifié. C'est la place Gabriel Tiako de Toumoudi qui a servi de cadre de rencontre au pré-congrès du RHDP pour le compte de la région du Bélier. Les délégués des partis politiques membres du RHDP sont venus des 4 départements pour échanger sur le contenu du prochain congrès. Il s'agit entre autres du statut et règlement intérieur ainsi que de la vie du parti. Ces travaux se sont tenus sous la supervision du ministre Amédée Kouakou Kofi, président national de la commission scientifique. Le 26 ce soir, si tu es secrétaire de section PDCI, tu es automatiquement secrétaire de section RHDP. Si tu es secrétaire de section RDR, tu es d'office secrétaire de section RHDP. Si tu es secrétaire de section UDPCI, tu es d'office secrétaire de section RHDP. Donc, on voudrait vous rassurer. Personne ne perdra quelque chose
Après, dans chaque région, on va mettre une coordination qui va gérer donc les secrétaires de section. Le porte-parole des délégués de la région du Bélier a rassuré les chefs de délégation de la mobilisation de plus de 3000 militants pour participer au prochain congrès constitutif du RHDP. Des acclamations à la fin du pré-congrès de San Pedro, signe de l'adhésion des militants à la création du parti RHDP. Je voudrais féliciter les militants de San Pedro pour la qualité du travail qui a été fait dans les commissions et la pertinence des propositions et les amendements qui ont été faits. De manière générale, avec la déclaration de politique générale, la base est en phase avec le sommet. Cap désormais sur le congrès du 26 janvier qui verra la participation de 2000 militants venant de San Pedro. Cap aussi sur un tout autre domaine, l'Union économique et monétaire ouest-africaine célébrait ses 25 ans d'existence la semaine dernière. En marge des activités liées à cet anniversaire, les élus locaux de l'espace ont présenté le PRADEF, un programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest. Ce plan devrait permettre le financement des 3000 collectivités territoriales pour contribuer au développement local et surtout lutter contre la pauvreté et l'insécurité. Mamadou Kouassi. Janvier 1994, janvier 2019, 25 ans déjà que l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, œuvre pour l'amélioration du climat des affaires, mais aussi pour une meilleure condition de vie des populations. Pour ces noces d'argent, il est question de faire une pause et de relever de nouveaux défis, notamment la sécurité et les changements climatiques. En 1994, de temps en temps, il y avait de la sécheresse, là, des inondations par ailleurs. Mais jamais nous n'avons connu une situation aussi constante d'agression sur les climats, l'érosion côtière, etc. Là aussi, nous devons résoudre ces problèmes-là de façon nationale, mais aussi de façon régionale. Quand vous prenez l'érosion côtière, c'est de Dakar pratiquement jusqu'en Angola, c'est au-delà même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les élus locaux membres du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA mettent en œuvre le PRADEF, Programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, un mécanisme pour financer les projets de développement communautaire pour les 3000 collectivités de l'espace UEMOA. Ce programme répond à des exigences de performance des collectivités territoriales et surtout des attentes des populations. Il vient avec le mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA apporter des instruments concrets aux gestionnaires de cités. Lors de la cérémonie de présentation de ce programme, le commissaire Paul Kofi, représentant le président de la commission de l'UEMOA, a appelé les partenaires au développement à soutenir ce projet, financé en grande partie par la coopération suisse. Préoccupation prise en compte par ses partenaires techniques qui décident de s'engager à accompagner ce programme. Le niveau local joue un rôle essentiel dans le développement des pays, d'où la nécessité de doter les collectivités territoriales des moyens nécessaires pour offrir des services sociaux de base de qualité, impulser le développement économique local et faire face aux défis de paix et de sécurité. Le ministre d'État nigérien en charge de l'intérieur et de la sécurité soutient œuvrer pour la mise en route effective de ce programme pour faire l'intégration africaine une réalité. Le PRADEF est un programme qui plaide pour un taux de 20% comme subvention dédiée aux collectivités territoriales. Il s'agit également de permettre aux collectivités territoriales de rechercher des capitaux sur les marchés publics tout en renforçant les partenariats privés-publics. Et dans notre pays, le secteur de l'enseignement supérieur annonce ses grands chantiers pour l'année 2019. On peut noter la décentralisation des universités, mais aussi l'instauration effective du système LMD dans l'évaluation des diplômes délivrés. C'était à l'occasion d'une visite du ministre Mabry Touakeuse à l'École supérieure nationale. Astou Touré. L'enceinte de l'École normale supérieure, ENS, reçoit la grande famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Occasion pour Albert Mabry Touakeuse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'échanger sur les grandes articulations des projets qui vont meubler l'année 2019. La concertation nationale est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est, je crois, le point de départ de tout ce que nous ferons, puisque ça va nous permettre de nous asseoir avec l'ensemble des acteurs
pour nous mettre d'accord sur le chemin à emprunter. Ensuite, nous avons évidemment une série de chantiers. La décentralisation des universités se poursuit. Nous avons posé la première pierre de l'université de San Pedro. Les travaux vont démarrer. La première pierre de l'université de Bondoukou va être posée d'ici le mois de mars. Autre projet essentiel, l'évaluation des diplômes de l'enseignement supérieur, notamment le système LMD. Au niveau de la recherche scientifique, des actions majeures sont également prévues. Terminer les travaux du laboratoire P4 est livré. Nous serons le deuxième du genre en Afrique. Je voudrais également indiquer que le projet WEB va rentrer dans son action pour la lutte contre tout ce qui est maladies épidémiques, notamment au niveau des végétaux. Je voudrais également dire que nous continuerons notamment d'évaluer le système LMD et de faire la réforme du BTS. Le ministre a également lancé un appel aux associations estudiantines pour le maintien d'un cadre de paix. Et ces projets pour l'an 2019 de l'enseignement supérieur ont été présentés à l'École normale supérieure. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère du Pétrole et de l'Énergie et des énergies renouvelables. Conformément aux instructions de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder dans le cadre du programme social du gouvernement à la baisse du tarif social de l'électricité de 20%. Un arrêté ministériel a été pris le 2 janvier 2019. Cette mesure permettra à environ 850 000 familles à faible revenu abonnées au tarif domestique social 5 ampères de bénéficier d'une réduction de 20% du prix du kilowattheure de leur facture. La mise en œuvre de cette réforme est effective à compter de la facturation du mois de janvier 2019. Cette baisse de tarifs s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement envers les populations de la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 14 janvier 2019. Abdourahmane Sissé. Et le ministre des Mines et de la Géologie présente aussi ses perspectives pour 2019. D'entrée, la feuille de route du ministre présente la volonté de porter le poids du secteur dans le PIB à 4%. Aussi, l'installation de 2 institutions que sont la Commission interministérielle des mines et la Commission interministérielle en charge des substances explosives. Noël Gagnon. Les mines et la géologie, de nouvelles composantes de l'économie ivoirienne, un département ministériel leur est consacré depuis juillet 2018 avec pour principal objectif porter le poids de ce secteur de 2%, aujourd'hui à plus de 4% du produit intérieur brut d'ici à 2020. Jean-Claude Kouassi, le locataire du 22e étage de l'immeuble Postel 2000, a pris l'engagement avec son cabinet, ses collaborateurs, les responsables des structures sous tutelle, les illustres anonymes de son département ministériel de Tennis et Paris, avec une seule préoccupation, agir. Agir en 2019, pour nous, c'est améliorer la gouvernance dans le secteur des mines en adoptant un document de politique minière et son plan d'action stratégique. Agir, c'est réaliser l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance géologique et la compréhension des phénomènes liés au sol, au sous-sol et à notre plateau continental. Agir, c'est promouvoir la recherche et l'exploitation minière en accélérant le traitement des demandes de titres et d'autorisation dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Comme pour joindre l'acte à la parole, 2 commissions interministérielles de portée stratégique ont été installées. L'une, la CIM, ou Commission interministérielle des mines. Elle va favoriser la relance des procédures d'attribution des permis de recherche et d'exploitation minière aux opérateurs ayant satisfait aux critères d'octroi. L'autre, la CISE, Commission interministérielle des substances explosives. Elle va permettre l'examen et l'attribution des agréments pour l'ouverture et l'exploitation des dépôts de substances explosives. Les autres actions de 2019 porteront entre autres sur la répression de l'orpaillage clandestin et la promotion du contenu local afin d'accroître la part des nationaux dans la chaîne des valeurs des activités minières.
Et dans le domaine de la communication, nous vous l'annoncions dans les titres, le ministre Sidi Touré veut mettre fin à l'anarchie en ce qui concerne l'affichage publicitaire. Il a rendu une visite ce lundi 14 janvier sur plusieurs sites d'affichage publicitaire avec pour objectif de s'imprégner de l'organisation du secteur. Issa Yeo. Le ministère de la Communication et des Médias veut en finir définitivement avec l'anarchie dans le secteur de l'affichage publicitaire à Abidjan. Le ministre Sidi Touré a fait le tour de certains sites d'affichage de la capitale économique. Cette visite lui permet de savoir qu'il existe de mauvais et bons élèves en la matière. Au nombre d'exemples à suivre, l'axe de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Ici, les panneaux respectent une distance de 150 mètres, le double de la norme. Et donc on peut dire que cette voie sur l'aéroport est plus ou moins assainie. Elle est assainie. Elle est assainie. Et même quand on regarde bien l'axe, on voit que non, les professionnels sont en train de faire un effort de modernisation. Oui. Parce que ils ont amélioré quand même les dispositifs qui sont là. Bon, lui, c'est un panneau traditionnel. Mais quand on le passe, on voit que celui qui est juste derrière, il a un panneau moderne. En dehors de ces sites, les autres visités, Gonzague-Ville, Cocody, Espace 331, Rue des Jardins, Échangeur d'Adjamé et l'entrée du plateau au niveau de l'AIP, agence ivoirienne de presse, sont considérés comme de mauvais exemples. Nous avons environ une dizaine de panneaux. Ça ne devait même pas se faire. D'abord, par rapport à la voie, dans une courbe. Oui. Ensuite, il n'y a pas de distance entre les différents panneaux. Oui. L'interdistance n'est pas respectée. Et puis bon, aussi, je suis convaincu du fait que si on va un peu plus loin, ce sont des régies qui n'ont pas eu d'autorisation pour poser les panneaux. Parce qu'on ne peut pas leur permettre de les poser aussi de façon aussi proche. Le ministre Sidi Touré, à l'issue de la visite, affiche sa détermination à assainir le secteur. S'il faut saluer le dynamisme de ce secteur qui est appréciable, nous avons malheureusement le regret de constater que beaucoup d'acteurs agissent un peu dans l'illégalité. Et ne respectent pas les termes et les règles qui régissent l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi relever que le Conseil supérieur de la publicité est la seule institution qui autorise, après un processus bien connu de tous les différents acteurs, qui autorise la pose des différentes affiches. Nous avons décidé dorénavant de sévir. Le CSP, Conseil supérieur de la publicité, se donne 6 mois pour sensibiliser les opérateurs du secteur avant de passer à la phase de répression. Parlons de santé à présent. Ce samedi 12 janvier 2019, l'organisation caritative ONG Les Zinzins du Bonheur est venue en aide aux enfants malades du rein. L'organisation a fait don de 150 kits d'hémodialyse aux enfants malades du rein du CHU de Yopougon. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une caravane dénommée la Caravane du Bonheur, débutée en décembre dernier afin de redonner le sourire aux familles démunies. Les détails de ce geste avec Astou Touré. Un laboratoire entièrement réhabilité, 150 kits de dialyse et des kits alimentaires destinés aux petits malades du service de néphrologie pédiatrique de Yopougon. Ce don d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA est une initiative de l'ONG Les Zinzins du Bonheur, une organisation caritative qui a pour but d'aider les démunis. Les malades du rein, surtout les enfants, c'est une catastrophe. Donc il était bon pour nous, en tant que Zinzins du Bonheur, qui apportons la joie, de mettre la lucane, en fait, c'est ça aussi pour nous, de mettre la lucane sur cette pathologie-là. Et comme on dit, tant que vous n'êtes pas touché, vous ne savez pas que c'est un drame. Ce don de médicaments est bien apprécié par le directeur général du CHU de Yopougon, qui lance un appel aux bonnes volontés. C'est vraiment un appel que je lance à la population d'envoyer les enfants à l'hôpital dans un premier temps, d'envoyer les enfants à l'hôpital et de suivre strictement, n'est-ce pas, ce que les médecins, les pédiatres, les infirmiers, tout ce que les agents de santé prescrivent, il faut respecter cela à la lettre. Parce que c'est le non-respect de ces indications-là qui entraîne une insuffisance rénale chez l'enfant. Donc c'est un centre qui est à soutenir. L'ONG Les Zinzins du Bonheur sont à remercier. Et nous faisons un plaidoyer pour qu'ils étendent leur bonheur, n'est-ce pas, sur tous les services de ce CHU. L'insuffisance du matériel rend difficile la prise en charge des malades du rein, particulièrement chez l'enfant. Aussi, le service de néphrologie pédiatrique de Yopougon est le seul qui reçoit les enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Pour la dialyse, nous avons
aujourd'hui, depuis 10 ans, 87 dialysés. Il faut dire que nous n'avons que 2 générateurs et qui ont été mis en place seulement depuis 2016, alors que nous existons depuis 2008. Donc 2 ans seulement d'activité et nous avons 87 dialysés que nous avons eus, dont 5 enfants qui sont actuellement dialysés de façon chronique. Le coût de la dialyse est jugé élevé par les populations qui plaident pour une subvention de l'État. Vraiment, c'est coûteux. Pour la dialyse, c'est 100 et quelques mille patients. Donc vraiment, nous en souffrons beaucoup. Nous demandons de nous aider pour sauver la vie de nos enfants. Ces médicaments permettront de soulager pour environ 3 mois 150 enfants. 8e édition du Festival culturel des arts d'Abobo. Cette édition, dont le thème retenu était « Non aux immigrations clandestines », a eu lieu en décembre dernier dans la cour de la mairie d'Abobo en présence des autorités de la commune. Revenant sur ces festivités avec Pargassoro Koné. Cour de la mairie d'Abobo, des populations heureuses. Tous se disent fiers d'être entrés dans la nouvelle année en bonne santé, janvier 2019. Une joie populaire exprimée à l'occasion du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica 2018. Festival qui vise à faire la promotion de la culture ivoirienne et des artistes de la commune. Le Festica, une initiative de Kunta Mader, animateur à la radio Fréquence 2. C'est un festival qui prend du galon et qui est en train de monter progressivement. C'est dû au fait que le public d'Abobo s'est approprié le festival. Et c'est à ce public-là que revient le mérite et je ne cesserai de leur dire merci. C'est autour du thème « Non aux migrations clandestines » que le commissaire général du Festica et l'ensemble des artistes qui se sont succédés sur scène ont presté et lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Je veux bien que les jeunes partent en Europe, je veux bien, mais il faut qu'ils partent de la bonne manière. Ça sera mon combat désormais. Je pense que si je l'aide, le soutien de la presse et de la population, je vais y arriver. Les différentes prestations des artistes en herbe et des artistes bien connus, appréciés par le public, sortis nombreux. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous de tous les défis, parce que c'est ce que nous attendons. Nous voulons montrer qu'à Abobo, on peut faire de grandes choses. Abobo sera bientôt la lumière de la Côte d'Ivoire. Au lieu d'être cette cité vue de manière sombre. Le Festica est une très belle initiative, dans la mesure où elle permet de rapprocher tous les jeunes, les enfants, filles et fils d'Abobo, dans un esprit commun, afin de mieux se connaître, mieux partager nos esprits, nos cultures. Et surtout, ça nous permet d'oublier en quelque sorte nos différends. Le public a été très ravi de les voir. Ils étaient ambiancés. Je suis très heureuse aussi. Moi aussi, j'étais éveillée. Ça doit toujours continuer et ça nous servira beaucoup. La joie des populations partagée par les autorités communales. Je voudrais souhaiter pour eux, pour chacun des jeunes d'Abobo, de capter un projet, de capter un emploi pour le développement de la commune d'Abobo. Jeux, concours de danse et concours Miss Festica de la plus belle fille de la commune d'Abobo, des temps forts qui ont également meublé cette 8e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Rendez-vous l'année prochaine pour le Festica 2019 pour plus de spectacles haut en couleur. Un mot à présent sur le procès de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. C'est demain que la CPI rendra son délibéré sur la requête des demandes de liberté provisoire et de non-lieu de la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dans le procès relatif à la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale de ce lundi est dominée par la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle sénégalaise. Aussi, l'augmentation du prix du carburant qui suscite le mécontentement de la population zimbabwéenne. Et on termine au Royaume-Uni, à quelques heures du vote décisif du Brexit. Theresa May adresse une nouvelle mise en garde aux députés. L'actu en bref préparée ce soir par Wojontele Soro et Alexis Ouedraogo. Au Sénégal, ce lundi, le Conseil constitutionnel a validé 5 dossiers de candidature à la présidentielle. Celui de Macky Sall, le président sortant, en fait partie.
Celui de Karim Ouad et Khalifa Sall sont rejetés. Cette décision, pressentie pour des affaires judiciaires, vient sanctionner la perte de leur qualité d'électeurs. Ces derniers ont moins de 48 heures pour déposer leur recours. La liste définitive des candidatures acceptées devrait être connue en fin de semaine. Une augmentation du prix du carburant décidée par le gouvernement zimbabwéen provoque le mécontentement de la population. À la pompe, le prix est passé au double, une donne socio-économique qui joue sur le tarif des transports. Cette difficulté locale accentue le contexte de l'inflation des produits alimentaires de base. La Confédération syndicale du Zimbabwe a appelé les Zimbabwéens à une cessation de travail, espérant une réaction de soulagement par le pouvoir d'Emerson Mnangagwa. Theresa May fait monter la pression sur les députés britanniques à la veille du vote déterminant au Parlement pour ce qui concerne le Brexit. L'engagement de la première ministre britannique est d'éviter une situation catastrophique au Royaume-Uni qui quittera l'Union européenne le 29 mars prochain. Une sortie brusque de l'Union européenne serait dommageable pour les intérêts économiques des nations. L'actu en bref, commenté par Herman Guivet. Et nous terminons ainsi ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre développement de l'actualité. Bonsoir chez vous.